3 personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau à Paris. Elle a eu lieu samedi matin, peu avant 8h à la gare de Lyon. Le suspect est un Malien de 32 ans, atteint de troubles psychiatriques. Retour à la normale après 2 semaines de crise pour les agriculteurs. Les manifestants ont quitté les derniers points de blocage. Ils ont retrouvé leurs maisons et leurs fermes. Mais certains prévoient de poursuivre leur lutte lors du salon de l'agriculture. Parmi les mesures annoncées par Gabriel Attal pour satisfaire les agriculteurs, la suspension du plan Ecophyto. Il vise à réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici à 2030, une décision contre laquelle s'insurgent les écologistes. Dans l'actualité internationale, Israël dit avoir frappé des milliers de cibles du Hezbollah en Syrie et au Liban. Le tout depuis le début de la guerre en octobre entre Israël et le Hamas. Notre envoyé spécial a pu accéder pour la première fois à une base militaire dans le nord d'Israël. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, 3 personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau à Paris. Elle a eu lieu samedi matin, peu avant 8h à la gare de Lyon. Le suspect est un Malien de 32 ans, atteint de troubles psychiatriques. Les précisions de Solène Boulan. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est un homme malien, âgé de 32 ans. Il a été retrouvé en possession d'un couteau et d'un marteau et a déclaré lors de son arrestation souffrir de troubles psychiatriques. Selon une source policière, l'agresseur présumé bénéficiait d'un suivi psychiatrique à Turin. Des médicaments ont été retrouvés sur lui par les enquêteurs. L'individu était également en possession de plusieurs documents italiens, dont un titre de séjour émis en 2019 et un permis de conduire. Des documents qui lui permettaient de voyager légalement en France. L'individu est inconnu de la police et des renseignements, à la fois en France et en Italie. Concernant les motivations du suspect, aucun signe de religiosité n'a été relevé, mais les enquêteurs restent prudents. Car l'homme possédait un compte TikTok sur lequel il publiait des vidéos ces derniers mois, tenant un discours anti-français, anticolonialiste, mais sans connotation religieuse. Il faut être toujours très prudent puisque les investigations sont en cours et sont menées par la police judiciaire. Il y a des investigations qui vont être faites sur sa téléphonie, des investigations qui vont être faites sur son parcours en Italie et on verra si la piste terroriste est définitivement écartée ou pas. L'agresseur présumé a été pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, son état psychologique étant incompatible avec sa garde à vue. Et puis à Lyon, un homme fiché a été interpellé alors qu'il menaçait des passants avec un couteau. Il a été arrêté dans le 8e arrondissement de la ville. Aucune personne n'a été blessée. La préfecture précise que l'homme d'une trentaine d'années avait été diagnostiqué schizophrène. Un détenu s'est évadé lors d'une sortie au musée à Paris. L'homme de 24 ans était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il participait vendredi matin à une sortie encadrée au musée du Quai Branly. Un mandat de recherche a été lancé pour retrouver l'homme qui purgeait une peine de 2 ans pour vol aggravé. Une manifestation des policiers municipaux à Paris. Le cortège est parti ce samedi à 13h de la place de la République pour rejoindre l'hôtel de ville. Ils réclament notamment une meilleure reconnaissance de leur travail, une augmentation des salaires et des retraites. Au total, 26 000 policiers étaient invités à se rassembler devant les préfectures de région. C'est un dispositif pour tenir à distance les conjoints ou ex-conjoints violents, le bracelet anti-rapprochement. Selon le ministre de la Justice, il est à l'origine de plus de 10 000 interventions des forces de l'ordre l'année dernière, un chiffre multiplié par 3 en un an. Maxime Lavandier. Plus de 10 000 interventions policières liées au bracelet anti-rapprochement en 2023. Un chiffre communiqué ce jeudi par le ministre de la Justice. En 2023, le nombre de drames évités grâce au bracelet anti-rapprochement a été multiplié par 3, passant de 3 634 en 2022 à près de 10 500 interventions des forces de l'ordre. Mis en place fin 2019, ce dispositif a été pensé pour éloigner les conjoints ou ex-conjoints violents. Il s'accroche à la cheville et géolocalise l'auteur des violences lorsque ce dernier s'approche de la personne protégée. Pour la présidente et fondatrice de l'association Femmes Avec, cette augmentation du nombre d'interventions n'empêche pas les agressions.
Les bracelets anti-rapprochement m'évoquent tout d'abord une première réflexion, c'est que les violences ne diminuent pas. Soit les destinataires de ces bracelets, les porteurs de ces bracelets n'ont pas compris à quoi ils servaient, ou en tout cas qu'ils sont récidivistes dans leur action. Selon Muriel Réus, il faut changer les mentalités. Moi je crois qu'il faut aller plus loin dans l'éducation, il faut aller plus loin dans le traitement des auteurs de violences. 98% des agresseurs sont des hommes et 86% des victimes sont des femmes. Donc si vous voulez, il y a un problème structurel de la violence en France. À l'heure actuelle, 1000 de ces bracelets sont actifs en France. Un retour triomphal pour les agriculteurs à Agen. Environ 300 personnes les ont acclamés après leur périple jusqu'à Rungis, soit plus de 1500 km si on compte les détours à travers champs pour contourner les barrages des forces de l'ordre. À leur retour, l'émotion était palpable. Écoutez. On se sent ému et fier pour nos agriculteurs, qui sont montés à Paris, qui sont montés défendre leurs convictions, qui sont montés, qui ont porté leur cœur, leur tripes et qui ont tout porté. On est fiers d'être accueillis comme ça et tous les agriculteurs sont fiers d'être là, fiers de ce périple qui a été extraordinaire, quoi. Malgré toutes les embûches qu'on nous a mis devant, quoi. J'en reviens pas de cet accueil, c'est fabuleux. J'ai pas de mots tellement. Voilà, le soutien de la population, le soutien des nôtres, le soutien de toute la ruralité, c'est extraordinaire tout ce qui se passe ici. J'en reviens pas. J'ai pas de mots, excusez-moi. Je travaille dans un monde viticole et je mets du vin en bouteille et donc du coup je supporte un peu le mouvement parce que sans eux, j'aurais pas de travail. Retour à la normale donc après 2 semaines de crise pour les agriculteurs. Les manifestants ont quitté les derniers points de blocage. Ils ont retrouvé leur maison et leur ferme, mais certains prévoient bien de poursuivre leur lutte lors du salon de l'agriculture. Un reportage de Michael Dos Santos, Adrien Spiteri et Jules Bedeau. Après plus de 10 jours de mobilisation sur l'autoroute A6, Franck est enfin de retour à la maison. Accueilli chaleureusement par ses salariés et certains membres de sa famille, l'agriculteur de Seine-et-Marne évoque les raisons de son engagement. Je ne voyais plus ma famille. Voilà, on est en polyculture élevage, on bosse 7 jours sur 7. J'en ai ras-le-bol. Je passe la moitié de mon temps au bureau et ça, c'est plus possible. Pour autant, cet agriculteur ne crie pas victoire, il reste sur ses gardes et ce malgré les annonces du gouvernement. Il va falloir des actes, quoi. Il va falloir que ce soit précis. Là, on a des annonces, elles ont été écrites, il y a des textes, on veille au grain. Et voilà, on va voir. De toute façon, le salon de l'agriculture, c'est bientôt. Peut-être qu'on va se revoir là-bas. Pendant plusieurs jours, l'agriculteur a pu compter sur son épouse Mélanie. Elle aussi, heureuse de pouvoir retrouver son mari. C'est sûr qu'il a fallu s'adapter un petit peu dans la logistique, l'organisation, avec aussi les enfants. On est soulagé qu'il y ait un retour à la normale. Je pense que pour tous les agriculteurs, c'est une nécessité de reprendre le quotidien. Élevage, production de céréales et vente directe des produits cultivés. Le couple peut désormais reprendre son activité. Le tracteur, lui, le chemin de la terre. Le tracteur, certains apprennent encore à l'apprivoiser. C'est le cas des étudiants en agriculture. Ils sont conscients des difficultés du métier, mais restent déterminés à persévérer. Florian Doré. Ce n'est pas encore le sien, mais il aura bientôt son propre engin. Dorian, élève en lycée agricole, est déjà bien à l'aise au volant d'un tracteur. Âgé de 20 ans, le jeune homme est passionné par ce métier, malgré les difficultés. Avec l'élevage laitier chez moi, tous les week-ends, je finis l'école le vendredi, je suis 1 heure après que j'ai quitté les cours, je suis déjà dans la ferme. Je suis motivé, je passe mes samedis, les dimanches, mes jours fériés, mes vacances à la ferme. Et je pense qu'on a de l'avenir et je suis assez serein là-dessus. Comme Dorian, ils sont 600 à étudier dans ce lycée agricole du Pas-de-Calais. Pour cette classe, au programme du jour, de la mécanique agricole, les élèves travaillent sur le moteur d'un tracteur. Ça, c'est ce que tu as démonté aujourd'hui, ça. Donc, il te reste encore quoi à faire? Anthony souhaite devenir ouvrier agricole. Son rêve, reprendre un jour une exploitation. Pour le jeune homme, l'agriculture est une histoire de famille, une profession à préserver. Cultiver, c'est quand même un métier que nos grands-parents appréciaient. Je pense qu'il faut le faire pérenniser dans les années à venir. Il ne faut pas oublier de là où on vient. Et on est quand même fiers de produire français. D'ici 2030, près de la moitié des agriculteurs partira à la retraite. En attendant, les jeunes s'accrochent à leurs rêves pour prendre le relais. Et parmi les mesures annoncées par Gabriel Attal pour satisfaire les agriculteurs, la suspension du plan Écophyto.
Il vise à réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici à 2030, une décision contre laquelle s'insurgent les écologistes, un sujet de Juliette Sadat. Desserrer les taux des normes environnementales pour calmer la colère des agriculteurs, le gouvernement assume une pause du 4e plan éco-phyto qu'il a lui-même mis en place, avec l'objectif de baisser l'utilisation des pesticides de 50% d'ici à 2030. Une mesure annoncée, en plus des différentes aides d'urgence accordées pour les agriculteurs, remboursement partiel des taxes sur le GNR ou encore renforcement des lois Egalim. Un recul inacceptable pour les élus écologistes. En fait, ceux qui profitent, c'est les normes de l'agrochimie, qui doivent être très contents de la fin d'Ecophyto, donc qui s'en mettront encore plus plein les poches. La grande distribution, l'agroalimentaire, eux, tout va continuer à bien se passer. Alors que les dindons de la farce, c'est-à-dire les producteurs, les agriculteurs et les consommateurs, nous tous, en fait, on n'a rien gagné dans cette affaire. Rien. Tout ça pour rien. Ce n'est pas bon pour le climat, ce n'est pas bon pour la santé publique et encore moins bon pour la santé même des agriculteurs, qui sont les premiers concernés. Même reproche du côté de l'ONG environnementale WWF. Au lieu de donner de l'argent, d'aider les agriculteurs à gagner mieux leur vie, le gouvernement leur donne une drogue. C'est-à-dire qu'avec les pesticides, on donne le sentiment aux agriculteurs qu'ils vont pouvoir produire plus. En fait, non, avec les pesticides, on détruit l'eau, le sol, l'air et on contamine nos cultures pour les générations futures. Et donc, c'est évidemment un terrible recul. Pour le gouvernement, il ne s'agit que d'une pause. Il proposera une nouvelle version de son plan d'ici le salon de l'agriculture dans 3 semaines. Dans le reste de l'actualité, le Conseil d'État limite les refus d'entrée des migrants aux frontières, un dispositif rétabli en 2015 pour lutter contre le terrorisme. Et désormais, il ne permettra plus le refoulement aux frontières de la France des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire européen. Les explications de Mathilde Ibanez. La plus haute juridiction administrative a annulé ce vendredi une phrase du code régissant le droit des étrangers qui permettait, dans un large cas de figure, le refoulement aux frontières intérieures de l'Union européenne des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire. Ce qui pose un véritable problème, parce que ça va, je pense, désarçonner beaucoup de policiers qui vont se demander à quoi on sert. On interpelle des personnes qui, à la seconde où on les interpelle à l'entrée sur le sol français, vont prendre un avocat, une association qui va leur permettre de pouvoir entrer dans le pays. C'est une décision extrêmement grave. Pour les associations de défense des étrangers, c'est enfin une victoire. Cette décision nous satisfait. Elle met fin au régime du refus d'entrée. C'est une victoire en ce sens où le refus d'entrée, qui était dans une zone grise, doit être soumis à la législation européenne et internationale. Le refus d'entrée sur le territoire devra se faire dans une procédure d'admission. Le Conseil d'État précise qu'il appartient au législateur de définir les règles applicables à l'étranger qui fait l'objet d'un refus d'entrée dans la perspective de sa réadmission. Car un accord de réadmission permet de faciliter l'éloignement des étrangers en limitant les formalités, mais avec un cadre légal, notamment sur la rétention, les recours et la possibilité de demande d'asile. Pour l'association de défense des étrangers ANAFE, c'est une réussite. Le Conseil d'État met fin à 8 ans de pratiques illégales d'enfermement et de violation des droits aux frontières intérieures. La Cour européenne de justice avait déjà estimé en septembre dernier que la France ne pouvait pas, dans tous les cas de figure, refouler à la frontière les étrangers entrés irrégulièrement sur son territoire. Dans l'actualité internationale, Stéphane Séjourné est en déplacement dans plusieurs pays du Proche-Orient. Le nouveau ministre des Affaires étrangères se rendra notamment en Égypte, en Jordanie, en Israël et au Liban. Selon le Quai d'Orsay, l'objectif est d'œuvrer à un cessez-le-feu et à la libération des otages. Israël dit avoir frappé des milliers de cibles du Hezbollah en Syrie et au Liban, le tout depuis le début de la guerre en octobre entre Israël et le Hamas. Sur le terrain, notre envoyé spécial a pu accéder pour la première fois à une base militaire dans le nord d'Israël. Un reportage de Régine Delfour. Dans cette base militaire tenue secrète, des tanks stationnent. Ils ne sont qu'à quelques kilomètres de la frontière avec le Liban, prêts à intervenir. En temps normal, s'ils nous avaient tiré dessus comme ils le font, cela ferait longtemps que nous serions à Beyrouth. Comme nous sommes déjà dans une guerre très compliquée, nous ne le faisons pas. Depuis le 7 octobre, le Hezbollah a tiré plus de 2000 missiles dans le nord d'Israël. 100 000 personnes ont dû évacuer la région. Et les gens ne reviendront pas tant que le Hezbollah sera à la frontière sud du Liban, donc face à Israël, et menacera Israël. Et cette menace, elle est pour nous gravissime.
Et encore une fois, Tsahal est prêt et se met prêt et se tient prêt à ce que cette menace soit mise hors d'état de nuire, c'est-à-dire que le Hezbollah reparte, quitte la frontière et se mette au nord du fleuve Litanie. L'armée israélienne affirme être en état de très haute préparation militaire, avec de multiples entraînements et des forces sur le terrain déployées en nombre pour assurer une sécurité maximale à la frontière avec le Liban. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont frappé des dizaines de cibles houthis au Yémen, une réponse aux attaques répétées menées par ces rebelles houthis contre le trafic maritime international et les navires de guerre qui transitent par la mer Rouge. Ces opérations surviennent dans un contexte d'embrasement régional lié à la guerre entre Israël et le Hamas. C'est un basculement historique. En Irlande du Nord, Michelle O'Neill devient première ministre. Elle est la première républicaine favorable à l'unification de l'Irlande à prendre la tête du gouvernement. Les feux de forêt se propagent au Chili. Au moins 46 personnes sont mortes dans ces feux qui ont ravagé près de 43 000 hectares, notamment dans la région touristique de Valparaiso. Une centaine d'incendies sont en cours dans le centre et le sud du pays. Il était le fils du dernier roi d'Italie, Victor Emmanuel de Savoie, est mort à Genève à l'âge de 86 ans. Il était le chef de la maison des Savoie qui régna sur l'Italie unifiée de 1861 à 1946.